Véronique, bonjour. Bonjour Vincent. Alors pour vous, on est en pleine frénésie financière et la meilleure preuve de cela, c'est que tous les actifs financiers montent, quelles que soient les nouvelles, bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, vous nous avez apporté un graphique qui illustre cette ascension du prix des actifs. C'est assez frappant, que ce soit dans le private equity, le S&P 500, l'obligataire, tout monte finalement. Tout monte et plus c'est risqué, plus ça monte parce que quand il y a encore un peu de risque, il y a un peu plus de rendement et qu'aujourd'hui, effectivement, les investisseurs sont sollicités à la fois parce qu'il y a beaucoup de liquidités. Les banques centrales sont revenues au charbon, si je peux dire, et ont réinjecté massivement des liquidités. Il y a vraiment eu un mouvement de bascule très impressionnant depuis le mois de septembre, entre les premiers mois de l'année où il y avait une tendance à une réduction des bilans des banques centrales et puis le retour en force, des taux d'intérêt complètement écrasés, une communication des banques centrales, en particulier de la Fed, permanente. Dès qu'on a un petit risque, hop, on arrive et puis on entretient cette idée que les banques centrales vont pouvoir faire face à tous les risques et des investisseurs qui veulent croire forcément à des histoires plutôt sympathiques, qui achètent un accord commercial ou qui achètent des mauvaises nouvelles en se disant mais c'est pas grave, la Fed va baisser ses taux. Enfin voilà, je pense qu'on est là dans un contexte qui dure depuis quelques mois maintenant, finalement depuis le mois d'octobre, et qui prend des proportions préoccupante pour la suite, mais qui est aussi un révélateur très important de cette situation qui s'est peu à peu développée dans nos économies, de ce que j'ai tendance à appeler une hyperfinanciarisation économique. Alors justement, autre graphique et qui est assez frappant, là il porte sur la richesse financière versus la masse salariale en pourcentage du PIB aux États-Unis. Et c'est une évolution depuis les années 1970, les années 70. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, une inflation en effet de la richesse financière des entreprises non financières, mais également des ménages américains. On est passé de 300% du PIB à plus de 500. Exactement. Alors que dans le même temps, la part de la masse salariale, dans le PIB de la masse salariale, n'a cessé de décliner. On a eu un petit sursaut aux alentours des années 2000, mais aujourd'hui, on n'est plus qu'à 53% et quelques. Tout à fait. Et je pense que c'est important d'avoir ces ordres de grandeur et ces tendances en tête parce que ça permet de mieux comprendre aussi. Si on se met à la place, on essaye de se mettre à la place d'un banquier central, en l'occurrence la Réserve fédérale américaine, et de comprendre ce qui peut la guider dans ses choix entre les risques, par exemple, d'inflation salariale ou les risques financiers. Alors, effectivement, on comprend comment le contexte économique, les changements interfèrent de facto sur ces prises de décision. Oui, le poids de la finance est tel aujourd'hui que c'est ce qui prime. Exactement, et qu'on a dans l'esprit des finalement banquiers centraux. voilà, des banquiers centraux, et pas que des banquiers centraux. Et je trouve que c'est peut-être le phénomène le plus marquant des mois récents. On a vraiment l'impression que l'été dernier, il y a eu une prise de conscience beaucoup plus large des politiques, notamment sur ce risque financier, et qui me semble expliquer un regain de prudence. D'abord, l'accord commercial ou l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, l'étouffement des sujets à risque. On a vu que finalement, la crise avec l'Iran s'est refermée très, très vite. Alors, ça peut rebondir, bien évidemment. L'histoire n'est certainement pas terminée, mais on sent une extrême vigilance de part et d'autre, et qui me semble résulter de cette prise de conscience qu'on est quand même dans un contexte à risque et que la valorisation des marchés, cette hyperfinanciarisation, met au premier plan des risques qui expliquent sans doute la réactivité des banquiers centraux. Toute la question étant de savoir si on ne fait pas ce fausse route et si cette hyper-réactivité n'est pas en train de créer de futurs problèmes. Alors, j'ai parlé des États-Unis, mais il faut bien préciser que ce phénomène touche l'ensemble des économies.
à telle enseigne que le taux d'endettement du secteur privé dans le monde est de 155% du PIB mondial. Oui. Et on parle du secteur privé, hein, donc absolument. On n'en rajoute pas les dettes des États. C'est effectivement, sont des dimensions hors normes. On joue dans une nouvelle cour et effectivement à laquelle contribuent de plus en plus, et ça c'est une nouveauté par rapport au passé, les entreprises. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase d'hyper-endettement des entreprises, pas pour financer des investissements productifs, je pense que vous l'avez en tête, mais pour financer souvent des achats d'actifs financiers, pour aider à dégager, notamment pour les grandes entreprises, à assurer des politiques de cash flow excédentaires. Et bon, quand on a du cash flow, on essaye de placer pour qu'il soit rentable et on va aller chercher donc du rendement et on va aller finalement investir là aussi sur des pans les plus à risque du marché. C'est véritablement ce qui a marqué les 3 dernières années. Finalement, c'est un phénomène assez récent, enfin, dont les débordements sont récents, mais ont pris des proportions qui, effectivement, sont préoccupantes aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'une bonne part des actifs détenus ne sont pas liquides. De moins en moins, et de moins en moins parce que vous allez chercher effectivement dans des recoins du marché qui offrent encore de la rentabilité, et qui, bien évidemment, l'offre est tellement importante que plus le mouvement s'éternise, moins il y a de rendement, donc plus il va falloir aller chercher des niches de rendement qui sont de moins en moins liquides et de moins en moins rentables également. Donc il y a probablement une sous-évaluation des risques d'ensemble et une sous-rémunération de ce risque qui va en se propageant à travers les différentes classes d'actifs et les différents pays de la planète en réalité. Alors, il y a un autre graphique que j'aimerais qu'on affiche là à l'image, justement, c'est sur cette question de la liquidité des actifs détenus. Alors, c'est la dette et les actifs financiers des entreprises non financières américaines. Alors, on voit, évidemment, c'est la courbe la plus élevée, la dette. On voit les actifs de détenus par ces entreprises, mais il y a la courbe du bas, ce sont les actifs liquides identifiés. Et on voit bien qu'en fait, ils ne constituent que la portion congrue de l'ensemble. Exactement, on est à peu près à 40% de mémoire, donc ce qui pose question effectivement, parce qu'on sait très bien que dans ce type de situation, si une entreprise a des besoins de liquidité importants, de manière impromptue ou pour des raisons multiples et variées, eh bien il y a risque d'accident, de difficulté à pouvoir se procurer ces liquidités. Donc, et je pense que dans le contexte actuel, effectivement, c'est probablement de ce côté-là, du côté des entreprises, qu'on a le sentiment que pourrait venir l'étincelle qui crée un peu de panique sur les marchés. Donc c'est diffus, parce qu'on n'a pas de cas de figure, on n'a pas forcément des secteurs non plus qui soient particulièrement exposés, mais voilà, dans un monde incertain, il y a ce risque qui me semble quand même dans le tableau des risques qu'on essaye de tenir à jour tout le temps, nous économistes, là on a quelque chose qui concentre notre attention incontestablement. Et puis comme vous le disiez très justement, c'est qu'une bonne part de cet endettement ne finance absolument pas l'investissement. Ah oui, alors là, c'est l'autre. Et l'investissement, c'est la croissance future. C'est la croissance future, et y compris donc les résultats futurs des entreprises. Donc, et c'est l'autre grande déception ou caractéristique de ce cycle finalement, parce qu'en réalité, depuis 2011 à peu près, c'est-à-dire après les effets de la relance chinoise, les entreprises, quasiment à l'échelle mondiale, ont arrêté d'investir véritablement. Alors, il y a un petit peu de remplacement d'infrastructures. Or, on le sait, on a des besoins considérables. Finalement, tous nos espoirs conjoncturels, d'ailleurs, enfin économiques, reposent sur quoi? Sur le besoin de renouvellement de nos appareils productifs, avec l'introduction de nouvelles technologies, les complexités climatiques, et donc la refonte de tout ça qui devrait
susciter de gros investissements, souvent très lourds d'ailleurs et très coûteux. Et ce qu'on constate pour l'instant, c'est que l'investissement est surtout financier et ne va pas du tout là où il devrait aller, et que finalement, pour financer ces investissements du futur, on n'est pas certain de ce qui va rester, en tout cas probablement pas grand-chose. Le marché aujourd'hui joue tout de même une amélioration du cycle. Alors là, je dis ça parce qu'à l'heure où nous enregistrons, les indices reculent assez sensiblement suite à la progression de l'épidémie de coronavirus en Chine et un peu partout dans le monde. Donc on ne sait pas où cette histoire va nous mener, mais tout le début d'année a été marqué par ça, par cette progression des indices dans la perspective d'une amélioration du cycle. Exactement. C'est l'idée, alors c'est intéressant d'ailleurs, moi j'écoute beaucoup ce que racontent les uns et les autres pour bien comprendre. Et c'est l'idée que finalement les difficultés de l'année 2019 étaient avaient essentiellement pour origine l'industrie. Pour cause la faiblesse de l'investissement qu'on attribue aux incertitudes liées aux histoires protectionnistes, à l'augmentation des tarifs, etc. de Donald Trump. Et qu'à partir du moment où on signe un accord, finalement tout devrait repartir comme si de rien n'était. Or, il me semble que les problèmes sont bien plus profonds, que cet accord ne résout pas d'ailleurs beaucoup de choses, ce préaccord commercial entre la Chine et les États-Unis, que si les Chinois veulent effectivement se plier à ce qu'ils ont signé, c'est-à-dire voir leurs importations américaines augmenter de 200 milliards, c'est à peu près 10% de leurs importations totales, ça se fera forcément au détriment d'un certain nombre de pays, potentiellement européens d'ailleurs, et que donc cette histoire est quand même beaucoup plus complexe que ce que veulent bien imaginer les marchés. Mais ce qui est très clair... On est un peu dans la posture. Exactement. Et quand vous comparez, parce que finalement il y a quand même une logique derrière ces histoires de marché, et souvent une logique économique, et quand on rapproche l'évolution de la performance relative des valeurs cycliques américaines, les valeurs industrielles qui sont le plus sensibles à l'histoire économique, on voit qu'effectivement, cette performance relative est souvent assez bien corrélée à des indicateurs économiques. Moi, j'ai pris l'indicateur des échanges mondiaux avec une avance à peu près de 6 mois. Un indicateur avancé. Exactement. Et là, ce qu'on voit effectivement, c'est que la surperformance récente nous dit que le marché attend une réaccélération des flux d'échanges mondiaux. L'aura-t-on pas? Est-ce que cette épidémie de grippe est en train de couper l'herbe sous le pied d'une amélioration possible? Est-ce qu'en réalité, tout ceci n'est pas fait de toutes pièces et outrepassant largement la capacité de l'économie mondiale, effectivement, à renouer avec des volumes d'échanges substantiels, dès lors qu'on n'a pas beaucoup de raisons d'imaginer que l'investissement des entreprises, qui est un élément absolument majeur des échanges, des flux d'échanges mondiaux, puissent repartir de sitôt, et qu'on a encore un environnement qui, dans l'ensemble, est assez défavorable à l'investissement, tout simplement, dont des taux d'utilisation des capacités qui ne cessent de baisser partout. Enfin, bon, bref. Donc, je pense qu'effectivement, le marché était positionné depuis le mois d'octobre, s'est positionné à grand renfort d'amélioration du climat de confiance des entreprises, notamment dans le secteur industriel et d'espoirs commerciaux, sur l'idée d'une reprise des échanges mondiaux. Qui dit reprise des échanges mondiaux dit forcément plus d'activité industrielle, donc la Chine forcément dans le mouvement, dans l'équation, suivi du monde émergent, et vous comprenez comme ça l'histoire qu'ont joué les marchés jusqu'à quasiment il y a une semaine, enfin mi-janvier. Aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que le contexte commence à devenir plus difficile, notamment quand on compare à deux éléments. Je pense qu'il y a deux éléments intéressants à ce titre. D'abord, le fait que c'est la première fois que les marchés connaissent un tel rallye avec une telle hausse des cours de l'or. Ça, c'est quand même, ça montre que tous les investisseurs ne voient pas l'histoire de la même manière. On y reviendra dans une autre interview. Et deuxièmement, les cycliques européennes qui, elles, butent,
qui ont cru à cette histoire, qui ont joué cette histoire, notamment au mois de novembre et décembre, hein, et parce que finalement, il n'y avait aucune raison d'acheter le marché si vous n'aviez pas cette raison cyclique. Hein. Et puis là, on voit que ça bute depuis le début de l'année, même un petit peu avant, que les cycliques ne performent plus, ne surperforment plus comme elles devraient le faire si effectivement le marché, entre guillemets, achetait cette histoire de reprise. Donc je pense qu'on a là des premiers signaux, des premiers warnings, qui me semblent très intéressants et probablement précurseurs de temps qui pourraient être un petit peu plus compliqués pour le marché européen. Mais en même temps, on a toujours des banques centrales au soutien. Et ces dernières années, on peut noter une forme d'imperméabilité du marché aux mauvaises nouvelles. Tout à fait. Et alors, il y a eu des pics de perméabilité. Hein, et même quand les banques centrales étaient très prudentes, rappelez-vous la fin du mandat de Janet Yellen, hein, où finalement on ne savait plus si communiquer sur des baisses de taux allait être porteur ou négatif. Parce qu'au bout d'un moment, une fois que le marché a payé beaucoup, cher un avenir, il faut quand même des résultats. Hein. Et donc, plus vous différez la perspective de ces résultats qui viendraient valider les investissements ou justifier les investissements passés, plus vous encourez le risque de voir des déceptions. Mais il est vrai que jusqu'à présent, au point que en plaisantant aujourd'hui, je disais finalement le docteur Fed, docteur Powell va venir soigner les marchés des effets de la grippe du coronavirus. Hein. Et je ne serais pas étonnée de voir les anticipations de baisse des taux de la Fed reprendre un petit peu du poil de la bête si effectivement cette épidémie vient à prendre un petit peu plus d'envergure dans les jours à venir. Parce qu'on est totalement dans ce contexte où tout repose sur les banques centrales, sur la liquidité, et où on commence à faire une confiance aveugle hein, dans la capacité des banques centrales à résoudre tous les problèmes. Mais il ne faut pas trop y croire. Il faut garder la tête froide, je pense que c'est comme dans tous les domaines, hein, et que là, probablement, on n'a pas trop gardé la tête suffisamment froide ces derniers temps, et que ça explique d'ailleurs, me semble-t-il, hein, probablement une partie de la nervosité des marchés à la mauvaise nouvelle, en l'occurrence du coronavirus, hein, et à ce que signifie cette épidémie par rapport aux espoirs que l'économie chinoise puisse redevenir un moteur de la croissance mondiale, etc., après la signature de ces accords, et probablement que ça crée une surréaction négative des marchés. Mais bon, attention à la frénésie financière, quoi qu'il en soit. Incontestablement. Véronique, merci. Merci.